Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des familles génératrices d'un espace vectoriel. Pour bien suivre cette vidéo, il y a en fait très peu de prérequis. Tout d'abord, je vous rappelle que pour moi, K désignera soit l'ensemble des réels, soit l'ensemble des complexes, mais si vous n'avez pas vu les complexes, ce n'est pas grave, vous ne travaillerez qu'avec les réels. Donc dès que vous voyez K, vous le remplacez par R, tout simplement. Vous devez savoir ce qu'est un espace vectoriel et puis connaître les grands exemples classiques, c'est-à-dire Rn, les polynômes, etc. Et puis vous devez aussi savoir ce qu'est une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, Un dans un espace vectoriel E. Alors ça c'est du pur jargon mathématique, en général je répugne à l'utiliser, mais c'est vrai que de temps en temps ça permet de raccourcir un petit peu les arguments pour expliquer. Alors une combinaison linéaire des vecteurs U1, Un, c'est tout simplement un vecteur qui s'écrit comme ceci, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN, où les lambda I ici, ce sont des nombres, c'est aussi ce qu'on appelle des scalaires dans le jargon des espaces vectoriels. Donc dès que vous voyez le terme combinaison linéaire de U1 UN, c'est tout simplement un vecteur qui a cette forme-là. Comme vous êtes nombreux à utiliser mes vidéos comme complément de cours, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs approches pour introduire la notion de famille génératrice. Par conséquent, mon approche pourra peut-être être différente de celle que vous avez vue en cours. Il y a une première approche qui s'appuie sur l'espace vectoriel vect et une seconde approche qui utilise les quantificateurs. Pour ma part, je vais utiliser la deuxième approche, parce que je vais procéder de la manière suivante. Je vais vous donner l'idée de ce qu'est une famille génératrice et je vais la traduire devant vous à l'aide de quantificateurs. Et je trouve que ce mouvement de pensée est beaucoup plus clair que si on utilise l'espace vectoriel vect. Si dans votre cours, vous avez utilisé l'espace vectoriel vect pour définir une famille génératrice, ne vous inquiétez pas parce que en cours de route, je vais faire le lien entre ces deux notions. Donc vous devriez vous y retrouver. Si au contraire, vous n'avez pas encore vu l'espace vectoriel vect, là encore, en cours de route, je vais certes parler de vect, mais je vais aussi rappeler la définition. Donc je pense que vous devriez pouvoir suivre également. Et puis si vous avez du mal, eh bien c'est pas grave, vous pouvez passer la séquence concernant vect en attendant d'avoir eu le cours ou bien d'avoir visionné mes vidéos que j'ai déjà faites sur cet espace vectoriel. Dans tous les cas, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse suivre cette vidéo. L'idée d'une famille génératrice est la suivante. C'est une famille de vecteurs qui va nous permettre de reconstruire un espace vectoriel tout entier. Pour que vous compreniez ça, je vais prendre deux exemples que vous avez certainement déjà rencontrés. Le premier, c'est R3. Prenons R3 et regardons ces trois vecteurs-là. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Si vous prenez un vecteur quelconque de R3, donc il aura la forme suivante, x, y, z. Eh bien, x, y, z, vous pouvez l'écrire à l'aide de ces trois vecteurs-là, avec cette formule. Ce sera x fois 1, 0, 0, plus y, 0, 1, 0, plus z, 0, 0, 1. Et on voit que n'importe quel vecteur de R3 peut s'écrire à l'aide de ces trois vecteurs. Cette écriture se fait par combinaison linéaire. En effet, ici, là, on a une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, puisque la forme est la suivante. C'est un nombre fois 1, 0, 0, plus un nombre fois 0, 1, 0, plus un nombre fois 0, 0, 1. Et donc, x, y, z, est bien combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Regardons un autre exemple. Si on se place dans R2 de x, et que l'on regarde ces trois polynômes, 1, x et x carré. Vous savez que si vous prenez un polynôme P dans R2 de x, il est toujours possible de l'écrire sous cette forme-là. P, ça va être A0 fois 1, plus A1 fois x, plus A2 fois x au carré, où A1, A2 et A3 sont des réels. Et ce que l'on voit, c'est que n'importe quel polynôme de cet espace, R2 de x, eh bien, il peut s'écrire comme combinaison linéaire de 1, x et x carré. Vous voyez, ici, on a bien une combinaison linéaire, puisque c'est scalaire fois 1, plus scalaire fois x, plus scalaire fois x au carré.
Et donc, à l'aide de ces briques élémentaires 1, x et x carré, je peux donc reconstruire n'importe quel élément de l'espace tout entier. Et ceci nous amène à formuler cette définition d'une famille génératrice. Une famille sera dite génératrice s'il est possible de construire n'importe quel vecteur de l'espace comme combinaison linéaire de la famille. Alors, c'est cette chose-là que nous allons mettre de manière formelle dans la séquence qui suit. Je vous ai mis ici à l'écrit ce que j'ai dit verbalement précédemment, donc je fixe le cadre, E ça sera un espace vectoriel, U1, UN, une famille de vecteurs de E. Notre famille UI sera dite génératrice de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des UI. Alors essayons d'écrire ça formellement. Qu'est-ce que ça veut dire tout vecteur de E est combinaison linéaire des UI? Tout vecteur de E, on va le traduire tout simplement par pour tout U appartenant à E. Et U doit pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire des UI. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire des UI? C'est quelque chose qui s'écrit comme nombre U1 plus nombre U2 plus nombre UN. Donc on doit pouvoir écrire U sous cette forme-là. U égale lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN. Alors si on écrit cette définition-là, c'est un peu boiteux parce qu'on n'a pas dit ce qu'étaient les lambdas. Donc les lambdas, ce sont des nombres, des scalaires, comme on dit dans le langage des espaces vectoriels. Des scalaires, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver des lambdas. Donc il va exister des lambdas. Il existe lambda 1, lambda n, qui appartiennent à K et qui vérifient cette relation-là. Et nous avons défini ainsi formellement la notion de famille génératrice. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons apprendre à utiliser cette définition formelle dans la pratique. Pour passer à la pratique, je vais vous proposer une relecture de la définition formelle d'une famille génératrice. Alors vous allez me dire, c'est très étrange là, parce qu'on a déjà tout dit, on a posé le concept de famille génératrice, on l'a traduit avec des mots, et puis on l'a traduit avec des quantificateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Eh bien, il se trouve que lorsqu'on est étudiant, un des facteurs de blocage, c'est qu'on n'a pas été capable de traduire ceci pour le rendre utilisable dans la pratique. Alors c'est pas un problème de compréhension, parce qu'en général on comprend bien toutes ces équivalences-là. C'est vraiment un problème de niveau de langage mathématique. Ici, donc, je vais vous proposer une relecture de ceci pour le rendre utilisable dans la pratique. Alors d'abord, on va faire une relecture mot à mot, c'est-à-dire on va traduire les quantificateurs. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit pour tout vecteur U dans E, il existe des nombres, des scalaires, lambda 1, lambda 2, lambda n, telle que l'équation suivante a lieu. U est égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN. Alors je vous propose la relecture suivante. Pour tout vecteur U dans E, l'équation qui est ici admettra des solutions en les variables lambda 1, lambda n. Vous voyez, il existe des lambda 1, lambda n, ça veut dire l'équation qui est ici admettra des solutions en lambda 1, lambda 2, lambda n. Et vous voyez, c'est pas une lecture tout à fait identique à celle-ci. Alors je vais l'écrire en toutes lettres. Pour tout vecteur U dans E donné, l'équation U est égale à lambda 1 U1 plus lambda n UN admet des solutions en lambda 1, lambda n. Et quand on l'écrit comme ça, eh bien, on comprend un petit peu mieux ce qui va se passer dans la pratique. Dans la pratique, eh bien, on va se donner un vecteur U quelconque, on va regarder cette équation-là, et on va la résoudre pour montrer qu'il y a effectivement des solutions en lambda 1, lambda 2, lambda n. Alors si on trouve des solutions lambda 1, lambda 2, lambda n, c'est que la famille est génératrice. Si par contre on trouve qu'il n'y a pas de solution, ou que ça ne marche pas pour tous les U, parce que ça doit marcher pour tous les U, eh bien c'est que la famille ne sera pas génératrice. Et vous voyez, cette autre lecture, elle est très différente du concept initial.
et pourtant elle nous sera très utile dans la pratique, comme vous allez le voir. En guise d'anti-sèche, je vous ai remis ici la définition d'une famille génératrice. Pour ce premier exemple, on nous demande de montrer que les trois vecteurs qui sont ici, 1, 1, 1, 1, 1, 0 et 1, 0, 1, forment une famille génératrice de R3. Autrement dit, ces trois vecteurs doivent vérifier la propriété qui se trouve là. Alors quand on découvre un concept, la méthode générale pour appliquer le concept dans la pratique, eh bien, c'est de traduire la théorie dans la pratique pour voir ce qu'il faut faire. Donc, notre famille doit vérifier ceci. Essayons de traduire cette phrase qui se trouve là dans notre contexte à nous. D'abord, identifions un petit peu les objets. Dans quel espace vectoriel E travaillons-nous? Eh bien, nous travaillons ici dans R3. Donc lui, ça va jouer le rôle de E. Ensuite, quels sont nos vecteurs U1, UN? Eh bien, nos vecteurs, ils sont ici. Il y en a 3. Lui va jouer le rôle de U1, lui le rôle de U2, et lui le rôle de U3. En particulier, il y a 3 vecteurs, donc N ici va être égal à 3. Maintenant qu'on a identifié ça, eh bien, il faut traduire ceci. On veut montrer que la famille est génératrice, donc vérifier cette phrase-là. On veut donc montrer que quel que soit U dans E. E, c'est R3, et donc la forme de U, on va pas la garder sous cette forme-là, on va se dire, bon, bah, on va prendre X, Y, Z. Donc ça va être pour tout X, Y, Z appartenant à R3. Il existe lambda 1, lambda 2, lambda n. Bon, bah nous, on a 3 éléments, donc ça sera, il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui appartiennent à K. Ici, on travaille dans un R espace vectoriel, donc K vaut R, et qui vérifie cette équation-là. Donc U, nous, on l'a remplacé par X, Y, Z, donc ça sera X, Y, Z, est égal à lambda 1, U1. Alors pour nous, U1, c'est 8, donc ça va faire lambda 1 fois 1, 1, 1, plus lambda 2, U2, U2 c'est 8, donc lambda 2, 1, 1, 0, plus lambda 3, U3, pour nous c'est 8, U3, lambda 3, 1, 0, 1. Voilà, nous venons de traduire cette phrase-là dans notre contexte à nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça dit qu'à chaque fois que je prends x, y, z dans R3, je dois pouvoir trouver des nombres, lambda 1, lambda 2 et lambda 3, qui vérifient cette équation. Autrement dit, il faut considérer cette équation et vérifier que les lambda 1, lambda 2 et lambda 3 existent. Alors, comme ça, c'est pas évident. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre l'équation, la torturer et essayer de donner des expressions pour lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Alors, repartons de notre équation. X, Y, Z est égal à lambda 1, 1, 1, 1, plus lambda 2, 1, 1, 0, plus lambda 3, 1, 0, 1. Alors ce truc-là, c'est un peu vilain, on va tout rassembler. Donc quand on rassemble tout, ça nous fait X, Y, Z est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 pour la première coordonnée. Ensuite, lambda 1 plus lambda 2 plus 0 lambda 3, donc il n'y aura pas de lambda 3 pour la deuxième coordonnée. Et pour la troisième coordonnée, ça va faire lambda 1 plus 0 lambda 2 plus une fois lambda 3. Ensuite, ça on peut encore en tirer quelque chose. Deux vecteurs de R3 sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc, la première coordonnée ici, x, doit être égale à la première coordonnée ici, c'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Donc x est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. La deuxième coordonnée ici, y, doit être égale à la deuxième coordonnée ici. Donc y égale lambda 1 plus lambda 2. Enfin, la troisième coordonnée ici doit être égale à la troisième coordonnée ici, donc z doit être égal à lambda 1 plus lambda 3.
Maintenant, n'oublions pas, hein, ce sont les lambdas qui nous intéressent. Donc il va falloir résoudre ceci en les variables lambda. Alors je vais plutôt mettre les x, y, z à droite, ça va correspondre à un système dont on a plus l'habitude. Donc lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à x. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à y. Et lambda 1 plus lambda 3 est égal à z. Et puis on va le résoudre, puisque on cherche les lambdas. Donc ici, on va se faire des pivots de Gauss. Hein. Ligne 2 moins ligne 1, donc je recopie ma première ligne. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à x. Je fais ligne 2 moins ligne 1, ça va me faire lambda 1 moins lambda 1, ça disparaît. Lambda 2 moins lambda 2, ça disparaît. 0 moins lambda 3. Et y moins x. Donc ça c'est ligne 2 moins ligne 1. Ensuite, je vais faire ligne 3 moins ligne 1. Donc lambda 1 moins lambda 1, ça disparaît. 0 moins lambda 2 moins lambda 2. Lambda 3 moins lambda 3, ça disparaît. Est égal à z moins x. J'ai lambda 2. Donc lambda 2 va faire x moins z. J'ai lambda 3 qui va faire x moins y. Et lorsque j'ai lambda 2 et lambda 3, je peux les remplacer ici et là, et je trouverai lambda 1. Alors je vous laisse faire les détails pour ne pas rallonger la vidéo. Et moi j'ai trouvé que lambda 1 va me faire moins x plus y plus z. Et qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré que cette équation-là admettait bien des solutions lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et les solutions sont celles-ci. Donc, l'équation que je vais appeler E admet des solutions en lambda, donc lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, lambda 1, lambda 2, lambda 3 existent bien. Et donc, comme les lambdas existent, c'est que la famille est génératrice. Donc la famille est génératrice. Nous venons de montrer que cette famille de 3 vecteurs est génératrice de R3. Pour ce deuxième exemple, je change de cadre pour travailler avec des polynômes. Malgré tout, la méthodologie reste la même. On veut montrer que ces trois polynômes, 1 plus x au carré et x plus x au carré, forment une famille génératrice de R2 de x. Nous allons donc essayer d'appliquer cette phrase-là dans notre contexte à nous. D'abord, identifions les objets. Quel est l'espace vectoriel E avec lequel on travaille? Eh bien ici, on travaille avec R2 de x. Donc lui va jouer le rôle de E. Ensuite, quels sont nos vecteurs U1, UN? Eh bien ici, ce seront les trois polynômes suivants. Là, ça sera U1, là, ça sera U2, et là, ça sera U3. On veut montrer que ceci est génératrice, on va donc traduire cette phrase-là dans notre contexte à nous. On veut montrer que quel que soit U dans E. Alors, comme on travaille avec des polynômes, à la place de mettre U, je vais mettre P. Pour tout, P. E, c'est R2 de x. Il existe un lambda 1, lambda n. Alors moi, j'ai 3 éléments, n vaut 3, donc ça sera il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Je travaille dans un R espace vectoriel, donc K vaut R. Et l'équation qui est ici, alors j'ai remplacé U par P, donc ça va faire P, est égal à lambda 1 U1. Donc U1 pour moi c'est 1 plus x, donc lambda 1 fois 1 plus x. Plus lambda 2 U2, donc U2 c'est 1 plus x au carré, plus lambda 3 U3, pour moi ça sera x plus x au carré. Voilà, j'ai traduit ma théorie dans mon cadre pratique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'à chaque fois que je prends un polynôme P, je peux trouver des nombres, lambda 1, lambda 2 et lambda 3, qui vérifient cette équation. Alors là, on a un petit problème, parce que
là, on va pouvoir faire des calculs, on peut réorganiser les choses, mais on connaît rien sur P. Donc avoir pris P sous cette forme-là, c'est peut-être pas pertinent. Mais qu'est-ce qu'on a comme expression alternative pour P? Comme P il est dans R2 de X, on peut l'écrire sous une forme particulière. On peut l'écrire comme ceci. On note P est égal à A0 plus A1X plus A2 X2. Et c'est possible, puisqu'il est dans R2 de X. Et dans ce cas, mon équation qui est ici, je vais l'appeler E, elle va devenir ça. E, c'est donc équivalent à A0 plus A1X plus A2X2 est égal à cette expression-là. Lambda 1, 1 plus X, plus lambda 2, 1 plus X au carré, plus lambda 3, X plus X au carré. Et il faut trouver que cette équation admet des solutions en lambda. Alors vous le savez, lorsqu'on a deux polynômes, on essaye en général de les identifier, mais pour les identifier, il va falloir qu'on réorganise les polynômes en puissance croissante de x. Alors ici, je vais faire un petit peu le ménage. À gauche, on recopie, donc ça fait A0 plus A1x plus A2x2. Et à droite, alors les termes constants, il y a lambda 1 plus lambda 2. Il y a les termes en x, il y a lambda 1 plus lambda 3. Et les termes en x au carré, il y a lambda 2 plus lambda 3 x au carré. Et là, je peux identifier mes deux polynômes. Ce qui va me donner un système. Donc A0 doit être égal à lambda 1 plus lambda 2. A1 doit être égal à lambda 1 plus lambda 3. Et A2 doit être égal à lambda 2 plus lambda 3. Ce système, je vous le laisse résoudre, ça se fait très facilement par pivot de Gauss. Voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que lambda 1 est égal à 1 demi de A0 plus A1 moins A2. Lambda 2 est égal à 1 demi de A0 moins A1 plus A2. Et que lambda 3 est égal à 1 demi de moins A0 plus A1 plus A2. Et par conséquent, je viens de montrer que mon équation E admet bien des solutions en lambda. Les lambda 1, lambda 2, lambda 3 existent bien. La famille est génératrice. Ce qui termine l'exemple. Je pense que vous l'aurez compris, maintenant pour montrer qu'une famille est génératrice, il faut se ramener à un problème d'existence des lambdas. Si on arrive à montrer que les lambdas existent, eh bien on a gagné. Mais attention, dire qu'il y a existence, ça n'est pas forcément dire qu'il y a unicité. Donc il peut y avoir des cas de figure où il y aura plusieurs expressions possibles des lambdas, et ça sera à nous d'en choisir une pour montrer que effectivement ça existe. Dans les deux exemples précédents, il y avait en fait unicité des lambdas. Maintenant, on va regarder un exemple où il va justement y avoir plusieurs choix possibles pour les lambdas. Alors, on nous demande de montrer que cette famille de trois vecteurs, 1, 0, 1, 1 et 1, moins 1, forme une famille génératrice de R2. D'abord, identifions les objets. Quel est notre espace vectoriel E ici? Eh bien, c'est R2. Quels sont nos vecteurs U1, UN? Eh bien, ce seront ces trois vecteurs. U1, U2 et U3. On veut montrer ceci. On veut montrer que notre famille est génératrice, c'est-à-dire que pour tout vecteur de E, c'est-à-dire ici de R2, donc ça sera pour tout xy dans R2, il existe des scalaires. Alors nous, on travaille avec trois vecteurs, donc ça sera, il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3. On travaille dans un R espace vectoriel, donc ce seront
des réels, qui vérifie cette équation-là, c'est-à-dire xy est égal à lambda 1 u1, c'est-à-dire lambda 1, 1, 0, plus lambda 2 u2, c'est-à-dire lambda 2, 1, 1, plus lambda 3 u3, c'est-à-dire lambda 3, 1, moins 1. Et appelons E cette équation. Cette équation, on peut rassembler tous ces termes-là, elle va nous donner xy est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 pour la première coordonnée, et lambda 2 moins lambda 3 pour la deuxième coordonnée, ce qui va nous donner un système lorsqu'on identifie. X est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, et Y est égal à lambda 2 moins lambda 3. Et quand on regarde ce système, alors déjà on peut mettre les variables qui nous intéressent à gauche, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à X, lambda 2 moins lambda 3 est égal à Y, et ce que l'on a ici, c'est un système échelonné qui admet une infinité de solutions. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une seule solution, on n'a pas besoin de toutes les solutions. Eh bien, on va choisir un jeu de lambda qui vérifie le système. Donc par exemple, on peut poser lambda 3 est égal à 0. Si lambda 3 est égal à 0, si on pose lambda 3 est égal à 0 là-dedans, ben ça va nous faire lambda 2 qui vaut y. Et quand on remplace lambda 2 par y et lambda 3 par 0, on va trouver lambda 1 est égal à x moins y. Alors ces lambda vérifient le système. Alors, il vérifie le système. Et s'il vérifie le système, par équivalence, c'est que ce sont des solutions de E. Et sont donc des solutions de E. Notre équation E admet donc bien des solutions en lambda. C'est donc qu'on a démontré que la famille est génératrice. Donc, la famille est génératrice. Dans les exemples précédents, je vous ai donné systématiquement une famille génératrice. Mais peut-être vous posez-vous la question, comment s'y prend-on lorsque notre famille n'est pas génératrice? Comment on montre qu'une famille n'est pas génératrice? Alors on va le voir sur cet exemple-là. Ici, on nous demande de considérer les deux vecteurs suivants, 1, 1, 1 et 2, 1, moins 1, qui sont deux vecteurs de R3. Et on nous pose la question, est-ce que cette famille constituée de deux vecteurs est une famille génératrice de R3? Alors bien souvent, quand la question est ouverte comme ceci, c'est que la réponse est probablement non. Mais comment s'y prend-on pour y répondre? Eh bien, il y a une stratégie pour le faire qui consiste à essayer de montrer que cette famille est génératrice et arriver à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, essayons de montrer que cette famille est génératrice. Si la famille est génératrice. Si la famille est génératrice, elle doit vérifier cette phrase-là, mais cette phrase-là écrite dans notre contexte à nous. Alors ici, l'espace vectoriel E, c'est R3. Et puis notre famille de vecteurs U1, UN, eh bien ce sont ces deux vecteurs-là, donc U1 et U2. On va donc traduire ceci. Comme E c'est R3, pour tout U dans E va devenir pour tout X, Y, Z appartenant à R3. Il existe, alors ici on travaille avec deux vecteurs, donc il y aura deux scalaires, lambda 1 et lambda 2. Nous travaillons dans un R espace vectoriel, donc ce seront des réels. Et l'équation qui est ici va devenir X, Y, Z est égal à lambda 1 U1, c'est-à-dire lambda 1, 1, 1, 1, plus lambda 2 U2, c'est-à-dire lambda 2, 2, 1, moins 1. Et cette équation, je vais l'appeler E. Alors on va faire comme dans les exemples précédents, on va torturer cette équation et on va essayer de montrer que oui, effectivement, lambda 1 et lambda 2 existent. Alors allons-y.
Je vous laisse faire les petits détails intermédiaires qui consistent à regrouper, à identifier les vecteurs. Moi j'ai fait le calcul et j'obtiens le système suivant. Lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à x. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à y. Et lambda 1 moins lambda 2 est égal à z. Arrivé ici, on se dit, eh bien, il n'y a plus qu'à résoudre et on va trouver les lambda. Donc on va se faire un petit pivot de Gauss. Je vais fixer la première ligne. Lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à x. Pour éliminer ce lambda 1, je vais faire ligne 2 moins ligne 1. Donc ça va s'en aller. Ça moins ça va me faire moins lambda 2. Ça moins ça, y moins x. Maintenant, je vais éliminer ce lambda 1, donc je vais faire troisième ligne moins première ligne, donc les lambda 1 disparaissent. Ça moins ça va me faire moins 3 lambda 2, et ça moins ça, z moins x. Là, ça va me donner une expression de lambda 2, donc la première ligne, je la recopie, lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à x. Je trouve lambda 2 est égal à x moins y. Ah oui, mais j'ai une autre expression aussi de lambda 2. Lambda 2, c'est aussi égal à 1 tiers de x moins z. Et là, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a deux expressions possibles pour lambda 2. Mais lambda 2, c'est le même. C'est donc que ceci doit être égal à cela. On a donc x moins y est égal à 1 tiers de x moins z. Alors si on réécrit un petit peu l'équation, on passe le 3 de l'autre côté, on passe tout d'un côté, donc ça va nous faire 3x moins x, donc 2x, moins 3y, plus z est égal à 0. X, y et z doivent donc vérifier cette équation-là. Et là, ça cloche. Ça cloche pourquoi? Parce que notre équation qui est ici, elle doit admettre des solutions en lambda, mais pour toute valeur possible de x, y et z, sans aucune contrainte sur ces trois variables. Or, on se rend compte que si on veut trouver des solutions pour E, eh bien, les x, y et z doivent vérifier une certaine condition. C'est donc que la phrase qui est ici, là, n'est pas valable pour tout x, y et z. Et si la phrase qui est ici n'est pas valable pour tout x, y et z, c'est que notre famille n'est pas génératrice. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une copie? Eh bien on pourrait dire la chose suivante. Pour que E ait des solutions en lambda, il faut que cette condition soit vérifiée. Or, pour avoir une famille génératrice, E doit avoir des solutions quels que soient les choix de x, y, z dans R3. Donc, la famille n'est pas génératrice. Donc, la famille n'est pas génératrice. Et ça répond à la question. Il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre la notion de famille génératrice et l'espace vectoriel vect. Alors je vous rappelle rapidement ce que c'est que vect. Vect d'une famille de vecteurs U1, UN, c'est par définition l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que l'on peut faire avec ces vecteurs, c'est-à-dire tous les vecteurs qui ont la forme suivante, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus 3 petits points, lambda n UN, ou lambda 1, lambda n, ce sont des nombres, des scalaires. Alors, essayons de voir le lien entre famille génératrice et vect. Prenons une famille génératrice. Donc, si U1, UN est une famille génératrice de E. Alors, je vous remets la définition. Ça veut dire que à chaque fois que je prends un vecteur dans E, il existe des scalaires, lambda 1, lambda n dans K, vérifiant U est égal à lambda 1 U1 plus lambda n UN. Et quand on voit cette expression-là, on se dit, mais en fait, U
U, c'est un élément de vecteur de U1, UN, puisqu'il s'écrit sous cette forme-là. Donc cette phrase-là peut se réécrire de manière plus concise en disant « Pour tout U dans E, U appartient à vecteur de U1, UN. » Alors faisons un pas de plus. Regardez cette phrase, elle dit « Pour tout U appartenant à l'ensemble, alors U appartient à l'autre ensemble. » Mais ça, c'est exactement une propriété d'inclusion. Je vous rappelle, hein, A est inclus dans B, c'est la même chose que dire que à chaque fois que je prends un élément dans A, alors il est dans B. Eh bien, ça veut simplement dire que E est inclus dans vecteur de U1, UN. Donc on a E inclus dans vecteur de U1, UN. Maintenant, observons une autre chose. Comme U1, UN sont des éléments de E, eh bien, on a automatiquement que vecteur de U1, UN est inclus dans E. Alors ça, c'est un point que j'ai abordé dans une vidéo qui s'appelle Vect et inclusion, mais je vous rappelle rapidement l'argument. Lorsque vous avez U1, UN, vecteur de U1, UN sera un sous-espace vectoriel de E. Et un sous-espace vectoriel de E, c'est nécessairement un sous-ensemble de E, donc vous avez l'inclusion. Donc comme cette inclusion, elle est automatique, et que nous venons d'avoir cette inclusion-là. Donc on a E inclus dans vect, et vect inclus dans E, et c'est donc que les deux ensembles sont égaux. Donc ceci est aussi équivalent à dire que E est égal à vect de U1, UN. Et ce que l'on vient de démontrer ici, c'est qu'une famille U1-UN est génératrice d'un espace vectoriel E si et seulement si l'espace vectoriel peut s'écrire sous la forme vect de U1-UN. Et dans la pratique, c'est très utile. Je vous donne ici un exemple d'utilisation de l'équivalence que l'on vient d'établir. Avec cet espace vectoriel, F, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, vérifiant cette équation, x plus 2y plus 3z est égal à 0. Et on nous demande d'en trouver une famille génératrice. Et pour trouver une famille génératrice, il suffit d'exprimer F sous forme de vecteur. Alors si vous avez du mal avec la résolution que je vous donne ici, n'hésitez pas à consulter ma vidéo consacrée à vect, où je donne plein de situations bien détaillées, pas à pas, qui permettent effectivement d'exprimer un ensemble sous forme de vect. Alors allons-y, ce que l'on voit ici dans cette équation, c'est qu'on peut exprimer une des variables en fonction des autres, donc je vais prendre par exemple x, je peux l'exprimer comme moins 2y moins 3z, de sorte que f, ça va être l'ensemble des moins 2y, moins 3z, y, z, tels que y et z sont des réels. Ensuite, ce vecteur, je peux le casser, c'est y fois le vecteur moins 2, 1, 0, plus z fois le vecteur moins 3, 0, 1, avec y et z des réels. Et ce que j'observe ici, c'est que c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme nombre fois ce vecteur plus nombre fois ce vecteur. C'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là. C'est donc vect de moins 2, 1, 0, moins 3, 0, 1. J'ai réussi à exprimer f sous forme de vect. C'est donc que les vecteurs qui se trouvent ici forment une famille génératrice grâce à l'équivalence qui est ici. Donc, moins 2, 1, 0, moins 3, 0, 1 est génératrice de grand F. Et nous venons de trouver une famille génératrice. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? D'abord, retenez la définition d'une famille génératrice. Donc U1UN est une famille génératrice d'un espace vectoriel E si tous les vecteurs de votre espace vectoriel peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN. Et puis retenez aussi la propriété que U1UN est une famille génératrice de E si et seulement si votre espace vectoriel peut s'écrire sous la forme vect de U1UN.
Maintenant, dans la pratique, si vous cherchez à montrer qu'une famille U1UN est génératrice d'un espace vectoriel, vous pouvez soit utiliser la définition qui se trouve ici, donc si vous êtes dans un contexte particulier, vous la transcrivez, si vous êtes dans l'abstraction, vous l'utilisez telle qu'elle, et puis vous vous intéressez à cette équation. Est-ce que cette équation admet des solutions en lambda? Puisque la question c'est de savoir, est-ce que les lambdas existent? Si vous trouvez des solutions en lambda, eh bien c'est que votre famille est génératrice. Par contre, si vous ne trouvez pas de solution en lambda, ou bien que les solutions imposent des restrictions sur le vecteur U, ce qui n'est pas possible parce que le U doit être arbitraire dans l'espace vectoriel, eh bien c'est que votre famille ne sera pas génératrice. Et puis vous avez aussi une deuxième option pour montrer que la famille est génératrice. Eh bien, vous pouvez essayer de montrer que E s'écrit sous forme de vecte de U1 UN, d'où l'importance de bien maîtriser l'espace vectoriel vect pour les familles génératrices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre cette notion de famille génératrice, et puis je vous dis à bientôt pour la suite.